Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source qui vous offre une vision et un éclairage unique sur l'industrie du sport et du divertissement. Toutes les 2 semaines, leaders de l'industrie et personnalités du sport partageront leurs visions, leurs astuces et les nombreuses facettes de notre écosystème. Nous vous ferons rencontrer d'anciens athlètes et hauts dirigeants d'organisations sportives, d'entreprises de médias et de technologies, de sponsors et d'agences numériques. Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner. Caroline, enchantée. Et est-ce que tu pourrais te présenter auprès de nos auditeurs? Bonjour David, merci de me recevoir et enchantée aussi. Donc je suis Caroline Flequier, je suis directrice générale de la Fédération française de tennis. Alors, quand on dit tennis, aujourd'hui, ce n'est plus que du tennis, si je dis pas de bêtises. Ça réunit plusieurs disciplines. Est-ce que tu peux déjà détailler un petit peu tout ce que ça concerne? Parce que la FFT aujourd'hui, c'est du padel, mais c'est aussi la gestion d'un lieu. C'est la gestion de beaucoup de choses. Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu l'écosystème qu'il y a autour de la FFT? Oui, bien sûr. Donc en fait, la Fédération française de tennis a plusieurs missions. La première, c'est de développer le tennis, mais pas que. Donc en France, tu parlais du padel, mais on développe aussi le beach tennis, on développe aussi le tennis fauteuil. Donc partout en France, ça c'est notre première mission. Notre deuxième mission, c'est de développer les grands événements. Donc en France, on a Roland-Garros évidemment pour le tennis. On a également le Rolex Paris Master qui a lieu bientôt là dans un mois à l'Accor Arena à Paris. Et puis on va avoir le Greenwich Paris Major premier padel, qui est un major de padel qu'on a fait récemment, début septembre. Donc ça c'est nos grands événements de tennis. On a aussi des événements fédéraux sur lesquels on travaille. Donc quand je dis fédéral, c'est en région, c'est dans les territoires, parce que c'est vraiment en lien avec notre première mission. On travaille également, donc on est une fédération, on a un chiffre d'affaires de 400 millions. On a à peu près un peu plus de 400 salariés. Donc, on a un modèle économique qui évolue et on a le stade de Roland-Garros que l'on exploite. Et donc, on change également le modèle économique du stade puisqu'on devient un stade à l'année où régulièrement, on organise des événements, on fait du basket, on va faire la breakdance. En ce moment, on fait du beach volley. On a également eu le spectacle de Paris en juillet dernier. Donc, on se diversifie et toujours dans le même but, c'est d'attirer en fait un maximum de public et de leur faire vivre des expériences inoubliables. C'est marrant parce que en préparant ce podcast, alors ce matin, je suis allé sur ton profil LinkedIn et dans toutes tes expériences, alors tu as parlé de la FFT, tu vas pas trop parler de ton passé, mais dans toutes tes expériences, tu es très orienté par le chiffre et les objectifs. Donc à chaque fois, le résumé, c'est des revenus, c'est du staff, c'est les missions clés. J'ai trouvé ça super intéressant parce que finalement, ça reflète quelque chose, c'est que tu es venu aussi peut-être à la FFT pour une mission. C'est quoi la mission de la Fédé aujourd'hui? Parce que il y a forcément servir les licenciés, c'est fédéral, mais aujourd'hui, il y a un objectif de revenu et de business, c'est ce qu'on peut entendre aussi dans tes propos. C'est quoi du coup la mission et le message en fait que la FFT essaye de donner aujourd'hui en tant qu'organisation? La mission, c'est déjà se dire qu'on a une responsabilité et que tout ce qu'on fait, c'est pour développer le tennis en France. Donc oui, on a une vraie responsabilité de performance, d'efficacité. Et donc pour ça, en fait, on se donne les meilleurs moyens. Donc tout ce qu'on fait, de toute manière, ensuite, c'est redistribué dans les régions et les territoires. Donc ça, c'était notre mission première. Ensuite, la manière d'y arriver et ce qu'on est en train de faire, de transformer en fait notre modèle de fédération, c'est de se dire on développe des actifs et tout ce qu'on peut faire en fait, on le fait le mieux possible en visant systématiquement la performance. Donc là, moi, quand je suis arrivée, on a mis en place des tableaux de bord chiffrés avec des objectifs chiffrés. On a redépassé la barre du million de licenciés. Donc ça, c'était l'année dernière, mais on l'a refait encore cette année. C'est une très belle performance. Et puis, c'est toujours de se questionner, comment est-ce que je vais chercher des nouveaux pratiquants, comment est-ce que je vais chercher des licenciés. Et tout ça, avec quelque part, je parlais de diversité, d'inclusion tout à l'heure, mais c'est se dire, c'était d'avoir de profils différents. Moi, je viens du monde corporate, je viens pas du monde des fédérations, et c'est vrai que c'est la diversité de nos parcours, et c'est quelque part, c'est la richesse aussi de cette expérience, et c'est on a des profils qui connaissent très très bien le modèle fédéral, qui connaissent hyper bien le sport aussi,
tout ce qui a trait au sport. On a énormément de types de profils différents et c'est cette richesse de parcours et de profils qui fait qu'on se transforme et que tous les ans on peut se fixer des objectifs un peu plus importants. Ouais, donc voilà. Je suis d'accord parce que surtout pendant longtemps le sport a été une industrie à part, avec très peu de gens justement qui avaient fait leur carrière un peu dans d'autres secteurs et c'est en train de changer. Et je trouve ça très bien parce que le sport justement l'industrie a beaucoup à apprendre de d'autres secteurs. Donc je pense qu'effectivement c'est quelque chose de très bénéfique. Quand on parle des 1 million de licenciés, aujourd'hui il y a un essor, c'est surtout le padel qui ramène beaucoup de nouveaux licenciés. Ouais, alors on a une licence multi-raquettes et on a des licences padel exclusivement. Donc on a en tout en fait toutes licences confondues, on est à plus d'1 million 100 licences. Et c'est vrai que le padel a vu un essor très important. On a et c'est pas forcément le padel en fait qui va tirer la croissance de l'ensemble de nos licences. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on doit avoir 130 000, 140 000 en fait licences multi-raquettes. C'est des personnes qui déclarent faire du padel. Mais ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis, on a vu aussi pendant le GPM, donc le PGA, Paris Major Premier Padel, en fait, on a vu qu'on avait énormément de personnes qui venaient pour découvrir le padel. Le padel, c'est un sport qui est hyper spectaculaire. C'est vrai que c'est une ambiance en fait très décontractée, très festive. Et donc c'est des nouveaux profils, c'est des nouvelles habitudes. On travaille beaucoup sur l'expérience en fait, que ce soit de nos licenciés, nos spectateurs, etc. Donc ouais, c'est sûr que ça nous apporte. C'est pas qu'un nombre en fait, c'est aussi une expérience et puis c'est vraiment des profils différents et c'est voilà une diversité aussi dans nos licenciés. Quels sont je reste un petit peu sur le padel, mais on va pas parler que de ça. Quels sont vos liens finalement avec les gros organismes? Donc, j'ai eu la chance de venir pour Roland-Garros cette année et aussi pour le padel. Effectivement, c'est deux expériences qui ont rien à voir. Aujourd'hui, quels sont les liens que vous avez avec les organismes? Donc, il y a une fusion qui va arriver à partir de l'année prochaine sur le championnat. Vous avez déjà du coup des liens avec les organismes qui organisent le circuit pour essayer d'accueillir plus et pouvoir promouvoir encore plus la pratique en France, c'est-à-dire avec plus d'événements clés, parce que comme vous le dites, c'est un événement qui est là pour éduquer aussi le public. Alors il y en a un, il est à Paris. Est-ce que du coup, ça vaudrait pas le coup d'avoir des événements un petit peu partout en France? Alors est-ce qu'ils sont sous l'égide mondiale ou est-ce que sous l'égide française? Ça, c'est une autre question de gouvernance. Mais quelle est la réflexion autour de ça? Parce que finalement, on l'a déjà dans le tennis, on l'a un petit peu moins dans le padel aujourd'hui. Alors, nous, on a misé sur le premier padel. Donc, il y avait deux tours, hein. Il y avait le World Padel Tour et puis le padel. Nous, on a misé sur le premier padel. Et en fait, on a eu, notre gouvernance a eu cette vision de dire, le padel, voilà, on veut accélérer, on veut vraiment miser dessus. Et donc, tout de suite, on s'est dit, on va organiser un major, avec premier padel. Donc, c'était vraiment à Paris, hein, il y a 2 ans, quand ça a été fait, c'était un VL de Paris. Et donc on est parti comme ça en se disant on organise ce major, on a une responsabilité de faire connaître le sport, donc on organise pas mal d'événements et puis on déploie aussi beaucoup via nos réseaux sociaux, via on va dire toute notre empreinte en fait sur les réseaux, voilà. Et ces nouvelles pratiques de padel. Donc on travaille également avec les ligues, les régions, les départements et les clubs. On travaille pour tout ce qui est le développement des cours de padel, parce que pour jouer au padel, il faut des cours. Donc ça, c'est un gros enjeu aussi pour nous, avoir assez de pistes de padel. Et puis voilà, petit à petit, en fait, on met en place des événements. Et ça se construit, hein. On est vraiment dans une industrie aujourd'hui qui est en train de se construire et donc on travaille avec l'ensemble de l'écosystème. Quand on compare, bon, en termes de revenus et en termes de traction, le tennis est au-dessus. De ce que je vois dans le tennis, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est d'en faire un sport qui est accessible à tous, par le nombre de terrains, par le fait qu'il y ait maximum 4 joueurs sur un terrain qui est finalement assez grand pour le mettre dans une ville, par exemple. Comment on fait aujourd'hui en tant que fédération pour faire en sorte justement que ça soit un sport inclusif et qu'il soit accessible à tous? On développe beaucoup d'actions d'urban tennis. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi en partenariat avec l'association Faites le Lieu.
Donc ça, c'est quelque chose on a un partenariat avec Faites le Mur. On fait régulièrement des inaugurations d'Urban Tennis un petit peu partout en France. On a fait une à Paris, par exemple, dans un collège, en fait, où on peut jouer l'Urban Tennis dans un collège avec, c'est un collège du 18e. Donc ça, c'est des choses qu'on fait qui fonctionnent bien. Ensuite, la manière dont on développe. Là, aujourd'hui, on va avoir une approche je pense qu'on accélère énormément sur le digital, sur les réseaux sociaux. On a un compte TikTok, on a une chaîne WhatsApp, on essaye vraiment de mettre du tennis dans des médias dans lesquels on n'était pas forcément avant. Donc, on touchait aussi, les nouveaux publics. Donc ça, c'est une stratégie qui est un petit peu différente de celle d'avant. On a fait un leaflet là dans le journal de Mickey, en fait. C'est des choses qui sont nouvelles et qui ont vraiment de l'impact. C'est de dire tout le monde peut jouer au tennis et il faut partager un maximum cette pratique sans viser systématiquement des gens qui jouent déjà au tennis, tout ça. Donc ça, dans notre stratégie, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé et on pivote chaque jour. Voilà, on imagine de nouvelles actions pour aller recruter des pratiquants sur tout le territoire. D'accord. Et on a donc des partenariats avec des collectivités, avec des on est vraiment on essaie de co-construire. Alors aussi, on regarde avec d'autres sports. Est-ce qu'on peut pas faire typiquement d'urban tennis avec un demi-cours de basket, ce genre de choses dans les villes, les régions. Ça aussi, c'est mettre du tennis un petit peu plus dans les zones urbaines. Donc ça, c'est des choses, c'est des projets en fait qu'on travaille avec les partenaires et sur lesquels on a une équipe qui est dédiée à ça. Ok. D'un point de vue gouvernance au global, donc le business model de la fédération est basé sur les licenciés. Globalement, c'est forcément une grosse ressource. Les sponsors, parce que les sponsors ont toujours aimé le tennis en France et pourvu que ça dure. Mais il y a Roland-Garros forcément en tête de groupe, mais pas que. Quelles sont les autres sources de revenus? Il y a les droits télé. Quelles sont les autres sources de revenus que vise maintenant la fédération pour justement se diversifier? On a parlé de Roland-Garros qui peut être utilisé maintenant pour d'autres activités, donc avec un one-man show, avec de la boxe ou d'autres événements. La diversification est clé pour les organisations sportives aujourd'hui. Quels sont les différents silos qu'on va retrouver sur les prochaines années? Aujourd'hui, en fait, on a un modèle économique qui est assez simple, puisqu'on est, donc nous, un de nos gros piliers, c'était forcément Roland-Garros. Roland-Garros, aujourd'hui, c'est plus de 80% du chiffre d'affaires de la fédération. Donc c'est quelque chose de très important. Ensuite, on va avoir le Rolex Paris Master, le Greenwich Paris Major, les licenciés. Donc tout ça, en fait, représente à peu près nos grandes masses en termes de revenus. La diversification, oui, il y a le stade à l'année aussi, donc on a aussi ça. Et puis, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait grandir nos événements. Donc on pourrait se dire, on fait davantage d'activation qu'on fait dans le stade pendant Roland-Garros, mais il y a ce qu'on pourrait faire aussi ailleurs que dans le stade. Il y a la griffe Roland-Garros, donc notre marque Roland-Garros, ça fait les choses, on a des boutiques dans le stade. Donc on pourrait dire aussi, on développe davantage en fait sur tout ce qui est notre e-shop et vente en ligne. Donc tout ça en fait, on se veut vraiment être une fédération ancrée dans notre temps, donc avec tous les outils qui existent aujourd'hui. Tu as un petit peu anticipé ma question suivante, c'était justement sur l'aspect marque. La FFT est une fédération, mais est aussi finalement une marque, à partir du moment où elle a un logo et une identité visuelle. Roland-Garros est aussi une marque. Quel est finalement le futur pour notamment la marque Roland-Garros? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on voit, alors je vais faire des grosses comparaisons, mais quand on voit la NBA qui est capable d'exporter des produits et licencier ces produits partout à travers le monde, est-ce que ça serait une volonté pour Roland-Garros de faire ça et même peut-être de licencier des tournois ou autre chose à terme à l'international pour internationaliser la marque?
Oui, déjà aujourd'hui, donc par exemple, on organise les e-series en fait. Ouais. En fait, on organise des choses avec la marque Roland Garros un petit peu partout dans le monde. Donc ça, c'est des choses qu'on fait et qu'on continuera de faire. Est-ce qu'on a intérêt à continuer de développer cette marque? Forcément, en fait, c'est une marque prestigieuse, c'est une marque qui représente un grand chelem. Il n'y a pas aujourd'hui dans le monde économique, en fait, les grands chelems sont des moments clés dans l'année. C'est des moments où finalement toute le monde entier qui aime le tennis se retrouve à un même endroit, à une même période. Donc c'est 4 moments clés. On a 4 grands chelems dans l'année. C'est un moment clé et on a la chance et on a le privilège en fait de prendre charge de ces tournois pour pouvoir exploiter cette marque. Donc évidemment on a pas mal de leviers en fait de croissance. Après notre enjeu c'est de garder cette marque et de continuer de la développer sans la dévaloriser. Donc c'est vraiment notre enjeu et c'est de trouver des choses qui correspondent à nos valeurs, qui correspondent aussi à notre empreinte et notre ambition de développement. Aujourd'hui, ce qu'on veut vraiment, Roland Garros, c'est une expérience avant tout. C'est une expérience pour nos spectateurs, c'est une expérience pour nos fans qui nous regardent à la télé, c'est une expérience pour nos joueurs aussi, pour nos salariés, pour tous les prestataires qui travaillent sur le tournoi. Donc, on est vraiment dans cette démarche-là et évidemment du qualitatif et voilà très orienté sur notre sport, etc. Le monde du tennis change et évolue, donc ça se passe beaucoup de choses. On est les 4 grands chelems. On a annoncé récemment en fait qu'on renforçait notre collaboration, donc on crée une nouvelle marque qui s'appelle Grand Slam Tennis. Ça c'est quelque chose qui est fort aussi, de se dire nous Grand Chelem, on est indépendant de l'ATP, on est indépendant de la WTA, donc le tour masculin et féminin, et donc de dire qu'est-ce qu'on crée nous ensemble. Donc ça c'est des choses sur lesquelles on travaille et qui nous occupent énormément. Il y a une anticipation de questions assez fantastique parce qu'effectivement j'allais parler de cette non mais c'est très bien hein, mais du coup oui cette nouvelle marque comment ça se passe entre les 4 grands chelems donc vous avez échangé dans l'objectif de faire cette marque il y a forcément aussi un objectif de gouvernance et de faire un poids aussi par rapport à l'ATP. Quel est l'enjeu derrière? C'est de dire nous on veut quand même être encore maître de notre destin d'un point de vue business et aussi de gouvernance par rapport à l'ATP et la WTA, ou c'est juste un enjeu business de se dire ok on fait une nouvelle marque parce que on est la Ferrari la Ferrari du tennis. Alors déjà, juste pour te donner une idée un petit peu des répercussions, nous, les 4 grands chelems, en fait, on représente plus de 60% des revenus mondiaux du tennis. Donc, et sur les droits télé, on a beaucoup plus que 60% des revenus mondiaux. Donc, on a en fait une empreinte climatique qui est unique. Donc ça, ça c'est un fait. Ensuite, les 4 grands chelems ont c'est colossal. Ouais, c'est colossal, ouais. Les 4 grands chelems ont toujours travaillé ensemble puisque sont indépendants donc de ATP et du WTA et donc ont tout intérêt à avoir des règles communes, à avoir des manières de faire communes puisque on est sur des tableaux de 128, on a plein de choses en commun et c'est pour le joueur, c'est des moments qui sont très importants dans l'année donc on travaille moi, toutes les semaines, en fait, avec les 3 autres directeurs généraux des grands chelems, on a une visio d'1 heure où, on cale tous nos sujets. On travaille beaucoup ensemble. Et là, on s'est dit, il faut on a envie d'accélérer, on a envie d'avancer. C'est pas vraiment pour défendre, mais c'est plutôt pour emmener notre industrie. On est plus dans une volonté de se dire, on a un vrai rôle à jouer, puisqu'aujourd'hui, donc, il y a les 4 grands chelems. Il y a ATP, WTA qui organisait tout. Et puis ensuite, il y a l'ITF qui va être plus en charge des jeunes et Davis et Billie Jean King Cup. Donc, on est dans un monde qui est très fragmenté du tennis, mais nous, les 4 grands chelems, quelque part, on pense qu'on a un vrai rôle à jouer et qu'on peut faire évoluer le secteur du tennis. Donc, c'est ce qu'on fait régulièrement. Et oui, il y a une gouvernance, donc il y a les 4 directeurs généraux et les 4 présidents qui se voient régulièrement et donc on travaille sur ces sujets-là. D'accord. J'ai une suite et parce que je regarde le temps, il nous reste que 8 minutes, ça passe vraiment trop vite.
J'ai évidemment envie de parler un tout petit peu des Jeux Olympiques. Quelle est l'implication de la fédération et ton implication dans l'organisation des Jeux? Il y a forcément déjà le lieu Roland-Garros qui va être utilisé, mais après, y a-t-il d'autres implications que le grand public ne voit pas? Alors, je sais pas s'il y a d'autres implications. En tout cas, nous, ce que je peux dire, c'est qu'à Roland-Garros, on va organiser le tennis. On organise également la boxe et on organise le paratennis. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Et la manière dont on travaille, donc on va délivrer en fait ces événements. La manière dont on travaille, c'est qu'on a des équipes mixtes en fait, Fédération française de tennis et Paris 2024, pour délivrer ces événements selon les normes de Paris 2024. Donc, c'est une grosse organisation, c'est une bonne organisation. On met les choses en place. On recrute pas mal des contrats à durée déterminée, en fait, pour pouvoir délivrer cet événement. On a aussi nos équipes qui sont des pros, qui connaissent le stade par cœur. Donc, c'est aussi voilà, c'est ce qu'on fait au quotidien. On a eu cet été un test event. Donc, c'est un test pour voir si on était en mesure de se mettre en mode opérationnel, donc le passage tennis box. Ça, on l'a testé, ça a plutôt bien marché. Voilà où on en est, mais on traite en fait finalement comme un événement qu'on doit délivrer et s'il y a bien quelque chose qu'on sait faire, c'est ça. Donc voilà, on le fait et ça se passe plutôt bien pour l'instant. Et quelles attentes va avoir la FFT des Jeux Olympiques en termes de retombées? Vous avez des attentes sur l'augmentation de licenciés, sur l'utilisation d'infrastructures que vous n'aviez pas? Est-ce qu'il y a un lien directement entre finalement l'organisation des JO en France et une retombée quelconque, pas forcément financière, pour la FFT, ou c'est très difficile à juger aujourd'hui? Je pense que c'est pour le sport en général. Là, ça dépasse en fait le sujet de la FFT. C'est pour le sport en général. C'est un moment, on a un momentum en fait autour du sport qui est unique, je pense. Et donc ça nous permet forcément en fait d'accélérer, de montrer notre stade aussi sous un autre jour. C'est une richesse incroyable pour les équipes en fait de pouvoir échanger avec d'autres. Je veux dire, l'équipe de Paris 2024, c'est une équipe internationale. On a des expériences d'un peu partout dans le monde. Donc c'est quelque chose qui est, il y a cette richesse de se dire, on met le sport en avant, on met notre capacité à délivrer des grands événements et on sera au rendez-vous. Donc ça, c'est quelque chose qui nous mobilise énormément et qui nous fait tous rêver. Je pense que les personnes qui sont à la FFT ont forcément une appétence très forte pour le sport et c'est vrai qu'on a tous un souvenir avec les JO. Enfin, les JO, on a tous un souvenir, quelqu'un qui suit pas. Voilà, mon premier contact avec les JO, moi c'était la cérémonie d'ouverture, mais c'est un peu âgé, mais voilà, il y en a d'autres, ce sera d'autres choses et on a tous un contact à un moment. Et je crois que je unis un peu les équipes, voilà, c'est cet amour du sport et se dire on fait quelque chose, on contribue en fait à quelque chose qui est national et puis c'est une fois tous les 100 ans, donc on en profite. On est plutôt chanceux de le vivre maintenant, c'est clair. Merci beaucoup. Il nous reste très peu de temps, donc c'est plus pour finir. Si on prend la vision de la FFT sur les années à venir, qu'est-ce que le grand public risque de voir en termes de changement et d'évolution, si on doit résumer ça en quelques phrases? Je pense que la transformation de la fédération, c'est à plusieurs niveaux. On a parlé du modèle économique, mais évidemment, la gouvernance et le président est arrivé avec une mission très claire et d'ailleurs très visionnaire sur le très haut niveau, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose. Alors, on n'a pas le temps d'en parler là, mais c'est aussi un des axes très forts en fait dans la vision de notre président. Qui est très haut niveau, il se donnait les moyens justement et toujours cette ouverture en fait de l'expertise, les compétences, etc. Et puis la transformation, je pense, de la culture aussi de la Fédération française de tennis avec un monde du tennis qui change, avec un
un stade à l'année qui change, etc. On est en train petit à petit de changer un petit peu la culture et puis peut-être d'avoir aussi plus de diversité dans les équipes, avoir des expériences, des compétences différentes et de continuer en fait de grandir, de nous améliorer. On est beaucoup dans l'amélioration continue, mais c'est quelque chose c'est vrai qui est important pour puiser quand on travaille dans le domaine du sport. Ça me paraît très juste, en effet. Ça me paraît très juste. Merci beaucoup, Caroline. On n'a pas eu le temps parce qu'on avait qu'une demi-heure, à peine une demi-heure. Et généralement, on prend un peu plus le temps de parler aussi des personnes qu'on a en face, parce que au-delà d'une fonction, il y a des humains qui ont d'autres passions et qui font d'autres choses. Il reste 2 minutes, donc si tu peux juste, généralement, on demande à nos invités de partager une lecture ou quelque chose qu'ils ont envie de partager en fait avec notre audience. Ça peut être une série qu'ils ont regardée il y a pas longtemps ou quoi. Donc libre à toi de partager ce que tu souhaites. Eh ben alors ça c'est une bonne question. J'ai pas beaucoup de temps, il faut le dire, puisque moi j'ai 2 filles, j'en ai une qui a 17 ans et l'autre qui a 4 ans. Donc je suis pas mal occupée. Série télé, Morning Show saison 3. Donc, Ok. Je me régale. Ok. Je ne connais pas, donc j'irai regarder ça. Voilà. Très bien. Mais effectivement, 2 occupations de 17 et 4 ans, ça a des occupations qui sont différentes. Ouais. J'imagine. Merci beaucoup, Caroline. On a respecté le timing et ça, déjà, c'est une première Super. victoire. Merci Ça beaucoup. marche. Une bonne Merci journée. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité, sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Le Corner. Le Corner.